Bienvenue à toutes et à tous pour cette réunion de l'Académie qui se fait comme d'habitude en partenariat avec la médiathèque de Toulouse. Et puis aussi cette fois-ci avec l'envol des pionniers. Voilà, cette réunion est donc consacrée à un organisme qui s'appelle Clean Aviation, dont nous avons un éminent représentant ici ce soir, et dont la structure, c'est une qui a été créée voici 2 ans à peu près, ou 3 ans. 15 ans exactement. Combien ? J'expliquerai 15 ans, c'est la 3e initiative. Oui, mais le nouveau... Clean Aviation, c'est novembre 2021. Voilà, 21. Donc c'est un peu plus ancien néanmoins, et dont l'objectif est de coordonner et d'établir un programme d'innovation technologique de rupture, afin de permettre à l'aviation civile d'atteindre la neutralité carbone aux horizons 2050. Voilà, donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Dubois, qui est en charge des programmes, de tous les programmes et de la coordination générale, tant au plan européen qu'au plan international. Donc, il est bien placé pour nous parler de tous les programmes qui sont actuellement en cours à Clean Aviation pour obtenir cet objectif vital pour nous, pour tout le secteur aéronautique. Quelques mots sur Sébastien Dubois, qui est titulaire d'un master en électronique et qui a déroulé une carrière d'abord dans la partie industrielle, puisqu'il était à Thales, il est rentré d'abord à Thales, et que là, il a eu plusieurs postes, dont en particulier de conduite de projet à son départ, puis de coordination de l'ensemble de projets, pour être finalement, je crois, responsable de l'innovation, de la recherche et de l'innovation dans le domaine de l'aviation civile. Ça. Voilà. Et ensuite de ça, vers les années 2010, si je me souviens bien, il a basculé, disons, dans de la coordination internationale, puisqu'il a été embauché par les organismes de l'époque, qui étaient en particulier, je crois que c'était Clean Sky, et dans lequel donc, il a mené plusieurs projets avant d'avoir la responsabilité plus large de l'ensemble des projets. Et c'est ainsi qu'il est arrivé, disons, à une compétence très forte dans des domaines très larges qui vont de l'hélicoptère jusqu'aux moyens aux avions régionaux et moyens et longs courriers et de courts et moyens courriers. Et depuis, donc, il a la responsabilité de la conduite des programmes, comme je vous le disais, sur l'ensemble du domaine de Clean Aviation. Donc, je vais lui laisser la parole de telle façon qu'il nous explique ce champ passionnant et puis important pour tout le monde et pour le secteur aéronautique. Voilà, bonne réunion. Et à la suite de cette réunion, donc, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que la réunion, comme d'habitude, est filmée. Et donc, il faut que vous soyez au courant. Et deuxièmement, j'annonce tout de suite la réunion suivante, puisque nous changerons complètement de sujet le mois prochain. Ça sera le 29 mai, je crois, mardi, comme le dernier mardi de tous les mois. Et là, nous irons dans l'espace profond, avec un speaker ou un présentateur qui est du CNES et qui s'appelle Pierre Casanov et qui nous expliquera donc le projet Euclide et qui s'appelle Plonger dans l'espace profond. Voilà, bonne réunion à tous. D'abord, merci beaucoup pour ces quelques mots d'introduction et c'est un plaisir d'être en face de vous. J'ai effectivement passé 4 ans à Toulouse, mais ça remonte à 2006-2010. Je vis à Bruxelles depuis ce temps-là et effectivement, je m'occupe de toute la partie coordination des programmes européens au sein de l'organisme Clean Aviation. La plupart de mes diapositives seront en anglais, puisque c'est la langue de travail de l'organisation. Ma présentation sera en français, mais ça sera un bon support illustratif pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait.
Peut-être certains éléments de contexte d'abord. Quand on parle neutralité carbone, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'initiatives dans ce domaine. La première, l'ensemble des acteurs du domaine ont signé en 2022 auprès de l'OACI ce qu'ils appellent en fait des Long-Term Aspirational Goals, des objectifs de transition vers la neutralité carbone en 2050. L'autre grande initiative européenne qui s'appelle le Green Deal, qui vise à faire de l'Europe le premier continent en neutralité carbone à horizon 2050, avec une régulation qui s'appelle Fit for 55, l'objectif étant de réduire de 55% les émissions carbone à horizon 2030 par rapport à 1990, avec une feuille de route, 90% de réduction des émissions de carbone en 2040 pour arriver à la neutralité carbone. Et les objectifs du Green Deal ont donc été ensuite transcrits dans différentes initiatives européennes pour les différentes industries, que ce soit le rail, que ce soit le maritime. Et pour l'aviation, l'instrument de prédilection, c'est Clean Aviation, qui vise justement à donner les moyens financiers à l'Europe et à ses différents participants d'accompagner cette transition vers la neutralité carbone par un programme de développement technologique innovant visant à réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2035, et j'y reviendrai après. L'aspect technologique, qui est le principal élément de Clean Aviation, c'est une des composantes de cette route vers la neutralité carbone. Les autres éléments étant l'amélioration des opérations dans le ciel, ce qu'on appelle l'Air Traffic Management. Également l'utilisation de carburants durables, qui est le principal levier qui va permettre justement d'arriver vers la neutralité carbone. Et ensuite, toutes les autres mesures financières accompagnant ces éléments. Et donc l'Europe, de façon à pouvoir justement adresser ce qu'on appelle un level playing field, c'est-à-dire des conditions de marché satisfaisantes pour permettre aux carburants durables de se développer, a lancé une initiative qui s'appelle RefuelEU, qui vise justement à imposer en Europe l'utilisation de carburants durables sur un certain pourcentage en termes de mix avec les carburants existants. Aujourd'hui, il faut savoir que 0,5% des carburants en 2024 qui ont été produits étaient des carburants durables, donc c'est vraiment rien du tout. L'objectif, c'est de monter à 2% en 2025, à 6% en 2030, jusqu'à 70% en 2050. Et avec une autre contrainte qui est d'avoir la moitié de ces carburants qui sont des carburants synthétiques. Donc ça doit permettre à l'ensemble des acteurs du domaine justement de développer ce marché qui finalement pour l'instant n'est pas régulé, et ça c'est un autre problème auquel on fait face. Aujourd'hui on passe d'un marché où on était avec des acteurs très bien identifiés qui fournissaient des carburants de certaine qualité. Maintenant c'est un marché qui pourrait éclater dans le futur. Et donc c'est vraiment cette voie-là qui est suivie par l'Europe. Et le troisième point, c'est un autre élément important, je n'en ai pas parlé, j'en reviendrai tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle en fait les émissions non CO2. On en parle beaucoup. Aujourd'hui, on parle beaucoup du carbone parce que le carbone, on le connaît, on le mesure, on sait quels sont ses effets, on sait quelle est sa durée de persistance dans l'atmosphère. Les effets non CO2, c'est tout ce qui va être en fait les résidus d'émissions qui sont émis par les moteurs. Ça va être les oxydes d'azote, ça va être les particules fines qui, recombinées dans l'atmosphère en fonction de certaines conditions d'humidité, de température, d'altitude et de zones géographiques, vont ensuite créer ce qu'on appelle des traînées de condensation persistantes. Et donc pour arriver justement à approcher ce problème, l'Europe s'est dotée en fait d'une autre réglementation qui s'appelle le MRV, le Monitoring, Reporting, Verification, qui impose en fait, ça a créé beaucoup de débats, mais qui impose aux compagnies aériennes une obligation de reporting en 2025-2026, de façon à constituer une base de données permettant d'avoir une meilleure compréhension des phénomènes pour le moment venu, définir ou pas si une réglementation est nécessaire pour justement attaquer la problématique des effets non CO2, sachant qu'aujourd'hui cette problématique elle est très incertaine, elle n'est pas bien comprise et elle nécessite des efforts de recherche avant de pouvoir la réguler. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu en introduction une image du panorama complet dans lequel on opère. Beaucoup d'efforts dans ce domaine, beaucoup d'investissements, une approche assez coordonnée. Et Clean Aviation, justement, vise à se positionner au niveau européen comme étant l'acteur fédérateur de ces différentes initiatives. On est également en coordination avec l'ensemble des États membres, principalement la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, qui sont les principaux contributeurs. Et on essaye d'avoir des initiatives d'articulation de nos feuilles de route. Non pas qu'un acteur impose à un autre ce qu'il doit faire, mais plutôt faire en sorte qu'on ait une répartition un petit peu cohérente de l'ensemble des efforts, on partage des pratiques, et au travers de ce partage des pratiques, on arrive justement à avoir des feuilles de route à peu près communes, où chacun prend à sa charge une partie du financement.
Les effets non CO2, donc je vais commencer avec ça, c'est ce que j'expliquais juste en introduction. Ici, vous avez un graphe qui illustre aujourd'hui la problématique. Alors, qu'est-ce qui représente ce graphe? En rouge, vous avez la meilleure estimée de la contribution au réchauffement global de chacun des constituants, que sont le CO2, les oxydes d'azote, les traînées de condensation. Et en fait, en noir, vous avez le niveau d'incertitude associé. Ce qu'on voit, c'est que le niveau d'incertitude est assez grand dès qu'on va vers du oxyde d'azote, des contrails, et puis ensuite dans l'ensemble. Là, au niveau du CO2, on a une très bonne compréhension. Donc, la problématique des effets non CO2, quand on regarde la contribution du CO2 par rapport à la contribution totale, on entend souvent dire, à tort ou à raison, que les effets non CO2 représentent 2/3 des effets du réchauffement de l'aviation, sachant qu'on compare des choux et des carottes, puisque d'un côté, on compare des traînées de condensation qui ont des effets induits très forts sur des durées très courtes, à contrario du CO2 qui va avoir des effets persistants très longs dans l'atmosphère qu'on arrive à maîtriser et pour lequel on comprend à peu près où on se situe. Donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt à bien comprendre ça, parce qu'une fois qu'on aura une bonne compréhension, on sera capable de réguler, on sera capable de définir des objectifs, en particulier dans les domaines de la propulsion. Les oxydes d'azote, les particules fines sont des éléments qui sont dimensionnants, mais qui du coup induisent des contraintes sur la manière dont on va définir les architectures futures, sachant qu'aujourd'hui la plupart des architectures sont induites par le CO2, par le bruit et assez peu par les effets non CO2. Donc c'est pour ça qu'il y a intérêt à acquérir des données et à mieux comprendre ces phénomènes. Ce que j'expliquais en introduction, quels sont les leviers pour atteindre justement une transition vers une neutralité carbone, c'est ce que j'expliquais, les technologies. La meilleure économie d'énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Donc au plus on va développer des solutions frugales, au mieux on va accompagner cette démarche. Et c'est l'objectif de Clean Aviation, de développer l'ensemble des technologies de rupture qui adresseront des marchés qui sont le single aisle, donc les cours moyens courriers, et le marché régional, qui, quand on prend les deux cumulés, en comparant les données avec 2019, représente à peu près 55% des émissions carbone globales. Il restera 45% à traiter au travers des longs courriers, mais bon, ça pour l'instant, ce n'est pas notre cœur de cible. Et donc, on va se focaliser sur quelles sont les technologies de rupture qui permettent justement de réduire de 30% les émissions de génération d'avions dans ces segments de marché-là. C'est l'objectif de Clean Aviation. Et ensuite, faire en sorte que ces technologies soient compatibles avec des carburants durables. Par carburant durable, on entend les biocarburants, on entend les carburants synthétiques, on entend aussi l'hydrogène. Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là qui sont importants. Et ensuite, travailler de concert avec les acteurs qui gèrent justement et qui réglementent le flux aérien au travers des opérations pour voir comment on va insérer dans le trafic ces nouveaux avions avec les nouvelles caractéristiques. C'est important de comprendre qu'à Bruxelles, on a Clean Aviation qui travaille sur les technologies. On a une autre initiative qui s'appelle César pour le Single European Sky, le ciel unique européen, qui vise justement à coordonner l'effort d'augmentation des capacités de trafic en Europe par rapport aux contraintes existantes, par des actions de digitalisation, d'optimisation de trajectoire, à la fois pour augmenter la partie capacitaire, pour adresser la partie environnementale et pour traiter la partie également du bruit, tout ce qui est la proximité avec les aéroports et les citoyens. Voilà, c'est en gros ce qu'on essaye de faire et d'adresser. Maintenant, ce qu'il faut aussi regarder, c'est que quand on parle de transition vers une neutralité carbone pour l'aviation, et qu'on voit que la contribution des carburants durables représente plus de la moitié, il faut regarder qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que ça peut contribuer à cet effort. Dans ce graphe, qui apparaît peut-être un peu barbare, on compare en fait deux solutions. La première, les carburants durables, qu'ils soient biocarburants ou qu'ils soient en fait carburants synthétiques, avec la solution d'hydrogène. Parce qu'on pense que l'hydrogène, et on croit fortement que l'hydrogène est une source énergétique qui justement va permettre à l'aviation de se décarboner. Même si vous avez pu lire ici et là qu'il y a du retard, que ça reste compliqué. Aujourd'hui, une des difficultés principales de l'hydrogène, c'est qu'il n'y a pas d'hydrogène vert en quantité et disponible au niveau des aéroports. Donc finalement, c'est la problématique de la poule et de l'œuf. Tant qu'il n'y aura pas cet écosystème, il n'y aura pas d'avion. Et tant qu'il n'y a pas d'avion, l'écosystème ne se développera pas. Voilà. Donc c'est un petit peu la problématique associée. Et transformer le secteur de l'aviation en Europe vers une transition neutre en carbone. Le rapport Draghi qui a été publié il y a maintenant 6 mois estime à 60 milliards d'euros annuels entre 2030 et 2050 l'effort de transformation.
Donc on voit que ce sont des chiffres qui nous dépassent. Dans ces chiffres-là, on va mettre la partie infrastructure aéroportuaire, on va mettre les investissements de renouvellement de flotte avions pour les remplacer par des nouveaux avions, qui sont un des éléments importants de la feuille de route de décarbonation. Et c'est pour donner un petit peu le niveau d'ambition que l'on a. Si je reviens maintenant aux carburants durables, en quoi les carburants durables vont être bénéfiques? Bon, d'abord, ils vont être ce qu'on appelle net zéro émission. Ça veut dire que comme en fait on aura capturé le CO2 au moment de la production et de l'élaboration de ces carburants, soit par la biosynthèse, soit par ce qu'on appelle des procédés de capture de CO2, on peut les réinjecter et du coup on a une équation qui peut au prou est neutre au bémol des coefficients de conversion, qui n'est pas tout à fait neutre, mais bon, ça s'en rapproche. Donc côté CO2, c'est très bénéfique. Côté oxyde d'azote, finalement, on reste sur des processus de combustion. Et donc, peu ou prou, le niveau d'oxyde d'azote qui va en résulter est soit identique, soit inférieur, mais finalement, là, il faut qu'on travaille et qu'on fasse des essais pour le mesurer. Et pour ce qui concerne les traînées de condensation, comme ces carburants, en fait, pourraient avoir moins d'aromatiques, pourraient émettre moins de particules fines, toutes ces particules, quand elles sont recombinées dans l'atmosphère, pourraient créer moins de cristaux de glace, et c'est créant moins de cristaux de glace, moins de traînées de condensation, et de facto, moins d'effets de réchauffement, en partie en période de nuit, quand les conditions d'humidité et dans les zones impactées sont remplies. Donc ça, c'est pour la partie carburant durable. Maintenant, si on compare point à point avec l'hydrogène, l'avantage de l'hydrogène, c'est que côté CO2, il est parfaitement neutre en CO2, puisqu'il n'y a pas de molécules de carbone à l'origine dans le carburant. Côté oxyde d'azote, quand on compare deux solutions qui sont d'un côté les combustions directes hydrogène, en gros c'est un moteur dans lequel on met de l'hydrogène pour le faire brûler, c'est ce qu'on appelle la combustion directe. Côté oxyde d'azote, il y aura des résidus de combustion et a priori le niveau d'oxyde d'azote ne sera pas réduit, encore faut-il le caractériser. Et côté traînée de condensation, il faut qu'on fasse des expérimentations pour comprendre ce qui va se produire, ce qui va arriver et qu'est-ce que ça va résulter. Et quand on prend la troisième solution qui est la pile à combustible, qui est celle qui en fait est le plus bénéfique, elle est neutre en carbone complètement. Elle n'a pas de résidus d'oxyde d'azote, puisqu'il n'y a pas de procédé de combustion, puisque c'est un procédé électrochimique de transformation. Et côté traînée de condensation, ça va dépendre des stratégies, des altitudes d'avion, de la manière dont l'avion va être designé, pour voir ce qui va en résulter. Mais a priori, ça devrait être meilleur. Donc ça, c'est pour la partie environnemental impact. Et ça, c'est ce sur quoi on travaille. C'est-à-dire, on fait justement les analyses, la maturation technologique, pour essayer de voir comment on se situe. Après, ce qui va nous intéresser, c'est faire de la recherche pour la recherche. Ce n'est pas ça que veut l'Europe. L'Europe veut justement accélérer sa transformation au niveau de la feuille de route. Et donc maintenant, la question, c'est comment on le déploie, tout ça. Donc pour ce qui est des carburants durables, j'en ai parlé juste avant, il y a la réglementation RefuelEU, et maintenant, il faut trouver les bonnes âmes qui veulent bien se mettre à produire, à développer en quantité, et également s'assurer que ça reste en Europe, parce qu'après, il y aura toute une compétition entre l'Europe, le nord de l'Afrique, le Moyen-Orient et autres, qui peuvent être des compétiteurs assez importants et qui peuvent être des gens qui, justement, incitent les compagnies à venir se faire du refueling chez eux, et c'est ce qu'essaie d'éviter la réglementation. Donc ça, c'est un élément. Et le dernier point, côté carburant durable, si on veut pouvoir produire des carburants synthétiques, il faut mélanger de l'hydrogène avec du CO2, et c'est ça qui va nous permettre d'avoir des molécules de CnH2n+1. Et ça veut dire qu'il faut avoir de l'hydrogène. Et pour avoir de l'hydrogène, il ne faut pas avoir de l'hydrogène gris, il faut avoir de l'hydrogène vert. Et donc du coup, il va falloir... Pardon ? Exactement, on viendra au problème d'après. C'est-à-dire que c'est un step intermédiaire, d'où on revient sur l'hydrogène. Et juste un chiffre qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a des études qui sont sorties et qui disent qu'en gros, il faut avoir 150 TWh d'électricité à horizon 2050 pour accompagner cette feuille de route, à comparer avec les 542 TWh produits en 2024. Voilà, ça permet de voir en fait de quels ordres de grandeur on parle, et c'est extrêmement significatif. On peut même se poser la question, est-ce que c'est atteignable? Mais bon, là, je ne vais pas y répondre, ce n'est pas mon travail. Et quand on vient ensuite à l'hydrogène, maintenant l'hydrogène, c'est ce que j'ai dit, il faut le produire en quantité, il faut avoir des sources d'énergie en fait renouvelables, il faut avoir des électrolyseurs, et c'est là où aujourd'hui ça coince. On n'arrive pas à développer et à accélérer la production d'hydrogène en Europe pour arriver justement à alimenter cette feuille de route. Et c'est ce qui explique en fait les récentes annonces qu'a fait Airbus en disant 2035 je ne serai pas au rendez-vous, 2040 ou 2045, parce que tant que l'écosystème n'est pas prêt, je ne peux pas lancer un avion,
puisqu'il faut que cet avion remplisse en fait certains critères techniques, mais il faut aussi qu'il soit capable d'être opéré. Voilà. C'est pour expliquer un petit peu et pour remettre en perspective les différents éléments. On vit une époque également qui est très très riche en termes d'innovation. Ici à Toulouse, vous avez des innovateurs, vous avez Aura Aero, vous avez Ascendance, et ce qu'on voit, c'est que dans ce paysage, il y a énormément de nouveaux entrants. Vous avez Zero Avia en Angleterre, qui produit en fait une pile à combustible. Vous avez Art Aerospace, qui est une compagnie suédoise qui propose de développer un avion full électrique en 30 places. Vous avez Elysian, qui est une PME qui propose d'adresser un marché de 60 à 90 places. Vous avez bien sûr Airbus, qui propose de lancer en 2035 en fait, un remplacement des courriers moyens courriers. On a également ATR qui a une feuille de route justement d'hybridisation avec son projet Evo qui est ici. Voilà. Et donc vous avez également Fokker. Et dans ce paysage, vous avez tout un tas d'acteurs qui sont membres de Clean Aviation. Clean Aviation aujourd'hui c'est 59 membres, la plupart des grands acteurs du domaine, dont aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce paysage, on va avoir ATR, on va avoir Zero Avia, on va avoir Airbus, on va avoir Fokker. On va avoir Fokker. On va avoir Zero Avia, je l'ai mentionné. Voilà. Donc on accompagne cette transition et on essaye justement de faire en sorte que l'ensemble des briques technologiques participent à cette transformation. On voit également un acteur qui a été rayé, Universal Hydrogen, puisqu'il a fait faillite. Vous avez eu d'autres acteurs comme Lilium qui récemment ont fait faillite. Ça reste un marché assez incertain et un marché qui est très gourmand en capitaux, d'où la nécessité d'accompagner ces démarches. L'autre sujet également de la présentation, c'est qu'il faut préserver la compétitivité des compagnies aériennes. Ça ne servira à rien de faire des carburants durables, c'est coûte 10 fois le prix, et qu'ensuite c'est le passager qui va devoir payer la note, puisqu'on sait qu'il y aura une élasticité en termes de prix vis-à-vis de la demande. Et donc finalement, tous les beaux plans que je vous ai montrés juste avant de croissance, il n'y aura pas de croissance, il y aura une décroissance. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut l'éviter par plusieurs leviers. La première, c'est de faire en sorte que les prochaines générations d'avions soient compétitives en termes de coûts directs d'opération, en termes de coûts de maintenance, en termes de pilotes et de formation. Et donc, c'est ce à quoi on s'évertue à faire en sorte qu'on ait des technologies de rupture qui offrent à la fois des gains compétitifs, qui permettraient également de compenser le surcoût que pourrait induire l'utilisation de carburants durables, de façon à avoir un point d'équilibre qui permette à la fois de transitionner vers une feuille de route neutre en carbone versus une compétitivité des airlines qui est préservée pour continuer à développer le secteur. Et enfin, tout ça doit être fait à la fois de manière compatible avec l'insertion dans le trafic aérien. Les nouveaux avions de demain, il faut s'assurer qu'on les planifie, on les positionne et on articule ça avec les futures infrastructures de transport aérien au niveau européen, mais également au niveau mondial. D'où la nécessité de coordonner les efforts, à la fois avec la partie ATM, à la fois avec les différents acteurs nationaux, locaux, internationaux, et puis les grands organismes clés décideurs. Et puis sur l'hydrogène, je l'ai expliqué, il faut qu'on travaille sur l'écosystème, il faut qu'on arrive à accélérer la production, le déploiement, de façon à faire émerger la filière. C'est un petit peu le paysage en point d'entrée. Et Clean Aviation, donc c'est ce qui a été donné en introduction. C'est une initiative en fait qui d'abord a démarré en 2007 avec le premier programme qui était Clean Sky, dont le premier directeur exécutif était Éric Dautria, que certains d'entre vous connaissent, je pense, et qui a piloté le programme de 2007 à 2016. Et on a eu déjà des grandes prouesses technologiques. On a eu ce qu'on voit ici, un premier démonstrateur qui s'appelle Blade, qui était un démonstrateur volant sur un A340 d'une aile laminaire pour démontrer justement les bénéfices de la laminarité en vol et d'analyser comment est-ce que ça peut bénéficier à une prochaine génération d'avions. Airbus l'a pas exploité, Dassault l'a exploité sur ses Falcon. Et donc c'est un des premiers éléments majeurs. Un deuxième qui était ce qu'on appelle le contrat rotating open rotor, qui a fait ses premiers essais à Istres en 2016 et qui a servi en fait. Et l'histoire de l'open rotor est très intéressante parce qu'en 2016 on fait les premiers essais. Ensuite, Clean Sky 2, on prend la décision de faire les essais en vol, on arrête parce que la viabilité économique n'est pas démontrée, il y a des problèmes de surcoût, enfin de poids excessif, de renforcement des structures, etc., etc. Et finalement, on voit le projet qui revient en 2020 dans Clean Aviation avec le grand projet RISE
comme quoi finalement c'est des grands cycles et il n'y a jamais rien qui est fixé. D'où la nécessité d'avoir un investissement un petit peu maintenu sur le long terme, de façon à pouvoir absorber ces fluctuations et à garder la feuille de route. Et c'est un petit peu ce qu'on a en tête pour le projet hydrogène. Clean Sky 2 ensuite, et on est très fiers également de ce démonstrateur, c'est le Racer. Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est un espèce d'hélicoptère hybride qui justement a battu les records de vitesse très récemment à 400 nœuds, qui est une machine pour laquelle plus de 13 pays européens ont participé. C'est une première mondiale, ça a été financé par l'Europe. Et c'est un démonstrateur volant qui permet justement d'analyser quel pourrait être le potentiel, à la fois en termes de mission de service, d'évacuation, de transport, mais également potentiellement pour des usages duals, et notamment dans le domaine du militaire. C'est une prouesse technologique et c'est l'exemple même de ce qu'en Europe, quand on a une vision, on est aligné et on maintient l'effort. Ça a été lancé en 2014, ça s'est réalisé en 2024. On arrive à développer des choses qui sont assez importantes. La deuxième, et pour celui-là, on a eu plusieurs awards, dont un d'Aviation Week récemment. Et ici, c'est une section de fuselage d'un A321 qui fait 8 mètres de long, qui est tout en composite, qui permet justement de réduire le poids à peu près de 10%, c'est-à-dire 1 tonne, et sur lequel on a énormément travaillé sur les aspects automatisation, de façon à pouvoir garantir un niveau de production jusqu'à 100 avions par mois. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'il y aura un chemin pour l'exploitation ? Composite versus métallique, hybride, c'est tout l'enjeu en fait de la définition de la prochaine architecture avion qui doit se décider pour un court moyen courrier. Et ensuite, on a Clean Aviation, lancé donc en 2021. C'est chacun des programmes ici, c'était 800 millions d'euros de financement européen, 1,7 milliard de financement européen et 1,7 milliard de financement européen, avec un abondement de la part des industries à hauteur de 2,4 milliards. Donc en tout, le programme Clean Aviation, c'est plus de 4 milliards d'euros d'activités de recherche sur un horizon allant de 2021 à 2031. Donc c'est très très significatif. Et là, dans cette voie-là, on va étudier donc les deux segments de marché que j'ai expliqués, le court et moyen courrier, et la partie avions régionaux. Notre objectif, donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est les technologies de rupture qui permettent justement d'atteindre à minima 30%, et c'est ce vers quoi on travaille, sur les définitions d'architecture, sur la sélection des différents choix, à la fois en utilisant à base de carburant durable ou bien à base d'hydrogène. Le deuxième objectif majeur, et celui-là il est très fort, c'est qu'on veut faire en sorte qu'il y ait une accélération de l'introduction de ces technologies sur des avions commerciaux, puisque la feuille de route de transition vers une neutralité carbone elle ne pourra se faire qu'à condition d'avoir des avions qui rentrent sur le marché et qui participent au renouvellement des flottes. Et le point de bascule, c'est à peu près 2035, à condition, bon celui-là il est très ambitieux, je pense qu'il n'est pas réaliste, mais ça c'est un autre sujet, à condition qu'on soit capable de massivement renouveler les avions entre la période 2035 et 2050 si on veut réellement avoir un effet bénéfique. Et ça, c'est les drivers sur lesquels on travaille pour définir notre feuille de route. Un autre élément important, et c'est quelque chose d'assez nouveau, on a le régulateur, donc l'EASA, donc l'Agence européenne de sûreté aérienne, qui est un des membres de Clean Aviation, qui participe au comité de gouvernance et qui est un des acteurs dans chacun des projets qui sont lancés dans le cadre du programme. L'intérêt pour l'EASA, c'est d'être au fait très en amont des différentes technologies et également de s'assurer qu'ils ont un œil sur la préparation des standards, des futures réglementations, et ils travaillent de concert avec les différents industriels pour préparer le lancement d'un nouveau produit. Si on imagine un lancement de produit à horizon 2028-2030, ils ont défini en fait un certain nombre d'étapes à passer, ce qu'ils appellent le CRL, pour le Certification Readiness Level, pour le niveau de maturité côté certification, avec un certain nombre de gaps, depuis le concept d'opération, depuis la définition des standards, depuis la définition des risques critiques. Et le CRL6 correspond en gros à l'ensemble des étapes qui doivent être franchies pendant toute la maturation et le développement du projet de R&D, de façon à être en capacité, le moment venu, de la soumission de la demande d'un fichier de certification, d'être au rendez-vous et de pouvoir garantir à la fois un cycle de certification de 5 à 7 ans dans des coûts qui sont à peu près réalistes. Et donc, il y a vraiment cette combinaison des expertises où, d'un côté, les industriels se mettent autour de la table pour travailler avec l'EASA, et avec l'EASA qui a engagé une démarche, à la fois une démarche de transformation, de digitalisation,
et puis d'analyse de ces process pour voir comment est-ce que tout ça peut participer de concert à cette initiative. Ça, c'est quelque chose d'important, ça n'existait pas jusqu'à présent, et c'est quelque chose qu'on déploie de plus en plus dans l'ensemble des appels d'offres que l'on lance, de façon à s'assurer que l'EASA et les différents acteurs travaillent de concert dès le début. On a remis à jour notre feuille de route de façon à pouvoir décliner l'ensemble des éléments que je vous ai montrés juste avant, et de façon à avoir cette vision technologique qui n'est plus drivée par la technologie elle-même, comme on a pu le faire de par le passé, avec des gens qui viennent nous voir et qui nous proposent en fait d'investir dans du composite, dans des fuselages, dans des piles à combustible et autres, mais plutôt de partir ce coup-ci de la vision marché et de dire de quoi on a besoin à quel moment pour pouvoir justement remplir nos objectifs. Et à partir de là, même si ça reste de la recherche, on essaye d'avoir justement une correspondance entre les besoins amont des différents fabricants d'avions, que ce soit ATR, que ce soit Airbus, que ce soit Pipistrel ou que ce soit Fokker NextGen, qui sont les 4 grands fabricants d'avions qui sont à bord de notre programme, et de définir ensuite avec l'ensemble de l'écosystème, que ce soit les systémiers, les équipementiers, que ce soit en fait les fabricants de moteurs, quels sont les grands enjeux et les grandes orientations à prendre pour justement remplir cet objectif. Et tout ça guidé par un certain nombre de concepts avions qui sont illustrés sur cette planche. Et ensuite, on a décliné la feuille de route associée. On n'est pas tout seul à le mettre en œuvre, et la force de Clean Aviation, c'est justement d'avoir un écosystème très riche, composé à la fois d'universités, de membres d'organisations de recherche, de membres industriels et justement d'académiques. On voit ici dans ces chiffres un petit peu le niveau de participation en Europe, avec plus de 20 pays européens qui sont participants, ainsi que des pays associés. Et donc vraiment, c'est ce qui permet à la fois de former les talents de demain, de définir en fait les architectures innovantes, d'assurer la transition entre le monde de la recherche et le monde de l'industrie, et d'accompagner l'industrie justement avec un certain support sur toute la chaîne. C'est vraiment la raison d'être de Clean Aviation et un de nos objectifs principaux. En termes d'orientation programme, donc comme j'ai dit, notre programme c'est 1,7 milliard de financement, 2,4 milliards d'euros de financement complémentaire qui sont apportés par les différents participants. 2 grandes étapes clés au niveau du programme. La première, investigation de l'ensemble des technologies candidates qui peuvent répondre à la feuille de route que j'ai mentionnée en premier lieu. Et ça, aujourd'hui, on a 28 projets dans le domaine pour 800 millions d'euros de financement, 2 milliards d'euros d'activité qui contribuent à développer cette feuille de route, et j'y reviendrai plus tard. Ensuite, point d'étape où on définit quelles sont les configurations avions candidates qui seront capables d'embarquer ces différentes technologies, et lancement et accélération des essais en vol et des plans de démonstration associés. On a actuellement un appel d'offres qui court, qui va se terminer en fait le 20 mai, qui justement permet de définir quels seront les travaux à réaliser dans le domaine de la propulsion, dans le domaine de la propulsion hybride et également dans le domaine des batteries, en citant quelques exemples, avec l'objectif, donc 380 millions d'euros de financement, et ensuite d'accélérer, de démarrer vraiment les travaux à TRL4, ça c'est important. On va avoir une approche qui justement converge et qui permet de bloquer un certain nombre de résultats pour aller ensuite vers les étapes d'après, pour atteindre en 2030 à la fois l'objectif de TRL6 en termes de performance et de maturité et d'exploitation, et le CRL6 permettant justement de s'aligner sur la maturité associée pour le lancement d'un programme. Voilà. C'est en résumé l'approche qu'on met en œuvre et qui garantira, en tous les cas, qu'on aura développé un portefeuille de technologies cohérent avec des besoins marchés, cohérent avec une ambition européenne, cohérent avec des objectifs de compétitivité, pour donner en fait l'ensemble des éléments de succès à l'ensemble des acteurs de l'écosystème, pour le cas échéant être en capacité d'exploiter ces résultats pour lancer un produit qui sera compétitif et qui permettra de garantir à la fois les objectifs de performance et de compétitivité de l'activité européenne. Maintenant, je vais vous donner un petit panorama sur les 28 projets qui sont en cours, et puis je vous expliquerai ensuite quelle est la suite sur notre activité. Les objectifs, je les ai identifiés. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce slide, c'est de se dire qu'on a 3 axes de recherche et de maturation technologique. On a d'un côté les technologies qui vont participer aux avions courts et moyens courriers, les SMR. On va avoir les technologies ensuite qui vont être investiguées pour des activités d'application pour le domaine régional, et ensuite l'ensemble des technologies dans le domaine de l'hydrogène. Je vais commencer par la partie régionale. L'avion que vous voyez là, c'est un avion conceptuel sur lequel on se dit, si on veut pouvoir atteindre 30% d'efficacité énergétique, on a besoin à la fois d'investir
sur le système de propulsion et à la fois d'investir sur la partie réduction de poids et amélioration de la partie, de la performance aérodynamique. On a investigué, on investit encore jusqu'à horizon 2027 un certain nombre de projets. Un premier projet qui vise à développer un système de propulsion hybride à base de Naneto qui s'appelle le projet IART, et un autre qui est à base en fait d'un projet d'un moteur qui est le Catalyst développé par GE Avio, qui vise justement à développer également dans la classe des 2 MW un système de propulsion hybride. Associé à ça, on va travailler sur le système de distribution, puisque plus on va vers l'électrique, plus on a besoin de transporter en fait des quantités d'énergie importantes pour alimenter justement toute la partie système de propulsion, à la fois les moteurs et autres. Et donc pour pouvoir transporter plus d'énergie, il faut monter la tension du réseau et il faut développer justement un certain nombre de briques technologiques. L'objectif étant d'un côté de développer en fait un réseau 800 volts et autres. Non, c'est pas moi. Et également de travailler, en fait, au plus on va monter en puissance énergétique, en plus on va générer de la chaleur, et de travailler également sur les systèmes de dissipation d'énergie, aussi bien pour les systèmes électriques que pour les systèmes de piles à combustible. Et on aura le fameux triptyque d'optimisation entre le poids, la traînée et la performance au niveau de ces systèmes-là. On va travailler ensuite sur les aspects, sur la partie aile et sur la partie fuselage. Et on va travailler enfin sur la partie conceptuelle avion. L'objectif étant de réduire 30% et d'atteindre un niveau TRL3 donc, à la fin de l'année dernière, de passer ensuite un TRL4 en 2026 pour arriver à un TRL6 en 2030. D'où on part? Si on prend le projet aujourd'hui IART que j'ai indiqué, qui est aujourd'hui l'idée par Safran, il est issu justement de travaux déjà réalisés dans le cadre du programme précédent, qui est le programme Clean Sky 2, sur lequel on a développé un démonstrateur qui s'appelle le TechTP, dans lequel on a démontré une solution viable pour l'aviation générale, jusqu'à à peu près 19 passagers, dans une gamme de puissance entre 1,2 et 1,5 MW, qui vise justement à concurrencer le PT6, et qui sert de base de travail pour ensuite, en 2023, on a fait des évolutions, on a permis justement d'intégrer un certain nombre d'éléments électriques, et ensuite pour pouvoir l'injecter dans un programme comme le programme IART, et pour justement initialiser la création d'une filière qui pourra justement servir à la fois au marché régional et à la fois à aller vers des solutions hybrides électriques et qui pourront servir de base ensuite pour également les avions de transport, les courts et moyens courriers. On est également dans une phase où on a investigué quelles seraient les architectures avions candidates. Donc on a Leonardo avec Airbus Defence and Space, également avec ATR, qui ont travaillé sur ces sujets-là. On a eu deux architectures qui ont été proposées, qui à la fois, c'est celle que vous voyez ici, une qui est à base d'hydrogène, qui permet justement d'avoir une solution hybride électrique à la fois à la base de batterie d'hydrogène pour aller jusqu'à un niveau d'hybridisation permettant de réduire de 50% la consommation. Par contre, elle nécessite en fait d'avoir le redesign d'un avion directement depuis le début, puisqu'il va falloir intégrer des réservoirs hydrogène et autres, avec également une propulsion distribuée. Et puis un autre qui est un plus conventionnel, qui serait sur la base d'un ATR 72, et sur lequel on va modifier la partie propulsive, la partie système de distribution électrique. On va travailler également sur l'intégration dans la nacelle, toute la partie thermal management. Et ça, c'est la solution qui a été retenue pour justement aller vers une configuration essai en vol. C'est justement le support au programme ATR Evo, dans lequel on va justement maturer différentes briques technologiques et démontrer la viabilité de l'approche, également la démonstration des performances, avec un niveau d'hybridation qui va être de la classe de 20 à 30%. Avec une feuille de route qui va à la fois travailler sur l'amélioration du moteur, sur la chaîne de distribution électrique, sur le niveau d'hybridation et sur l'intégration de la chaîne complète, y compris les éléments de la nacelle, avec pour objectif de faire une démonstration en vol 2029-2030. Un des éléments contributifs dans la phase 1, donc c'est le projet qu'on appelle IART, qui vise à développer donc une chaîne propulsive hybride
autour de 2,5 MW, de façon à supporter cette validation technologique. Le but, c'est de travailler à la fois sur l'amélioration corps de toute la partie du moteur thermique, de travailler sur l'intégration également d'une gearbox et de tous les éléments associés à la partie électrique, de travailler également sur les échanges thermiques, puisque la partie thermal management va être un élément important, de façon à faire une démonstration à horizon 2026 pour prouver la maturité de niveau 4-5 et voir si réellement on peut atteindre l'objectif. Un certain nombre d'étapes ont déjà été franchies, à la fois tout ce qui est preliminary design, les premiers essais sol de démonstration d'un certain nombre de modules, la partie CDR au niveau justement du bloc principal et au niveau des composants. Maintenant, reste devant nous l'intégration de ces différents éléments, le test unitaire de l'ensemble des parties, et avec un objectif d'un essai de démonstration sol en 2026. Ce sont des éléments qui vont à la fois servir à la partie avions régionaux, mais pourront avoir également des applications sur d'autres segments comme les hélicoptères. Dans le même temps, on va travailler, comme je l'ai dit, sur les architectures électriques. L'objectif est de développer des architectures primaires qui vont pouvoir développer transporter des niveaux d'énergie supérieurs à 500 kW avec des architectures dont le tension réseau va être de 800 volts et ensuite avec des architectures secondaires qui vont être à 540 volts. L'idée, c'est de développer à la fois l'architecture, d'avoir le développement des composants, de pouvoir intégrer l'ensemble de ces composants et les maturer et pouvoir faire la démonstration avec des charges associées à horizon 2026 de façon à pouvoir démontrer la viabilité, mais également tous les aspects arc électrique et toutes les conditions de safety associées qui vont nécessiter beaucoup d'efforts avant de pouvoir aller intégrer l'ensemble de ces solutions sur un avion, puisque dès qu'on va passer ensuite à la partie démonstration avion, il va falloir s'assurer qu'on ait bien toutes les parties safety of flight qui soient associées. Et dans le même temps, pouvoir maturer ce qu'on appelle le Certification Readiness Level que j'ai mentionné avant, avec justement le développement des standards associés et des travaux avec l'EASA sur ces sujets-là. Là aussi, un certain nombre d'éléments ont été franchis, à la fois l'architecture primaire, l'architecture secondaire, la fabrication et le test des différents composants. L'objectif étant de valider l'ensemble de la chaîne à horizon 2025. Et ce sont des éléments qui, même s'ils sont développés dans le domaine de l'avion régionaux, vont servir ensuite au domaine court et moyen courrier, puisque c'est un domaine qui est transverse et qui va bénéficier en termes de technologie à l'ensemble de la chaîne, aussi bien les petits avions que jusqu'aux grands avions. La partie thermal management, là aussi, beaucoup de travaux qui sont réalisés. L'objectif, c'est d'arriver à couvrir à développer un certain nombre de technologies qui vont pouvoir adresser un niveau de dissipation d'énergie allant de 30 kW jusqu'à 1 MW. Pourquoi 1 MW? Puisqu'ensuite, si on veut développer des piles à combustible qui vont développer 2 MW de puissance, aujourd'hui, les technologies de membrane PEM à basse température génèrent la moitié de la puissance qui va être transformée en chaleur. Et donc cette chaleur, il va falloir pouvoir l'évacuer. Donc c'est une des raisons pour laquelle il faut aller à 1 MW. Mais il y a aussi d'autres solutions candidates, notamment dans le domaine des batteries. Il faut qu'on arrive à développer des solutions de management thermique qui soient compatibles. Et ensuite, au niveau des systèmes. Donc là, on va travailler sur des solutions de management, de gestion de gestion de la chaleur à base de boucles monophasiques, biphasiques, air-to-air, et avec des étages multiples de refroidissement. On va travailler également sur la partie compacité. On va utiliser des technologies à base de 3D printing, et puis arriver à créer des formes et pouvoir démontrer en fait les cas d'application associés. On a tout un panel de technologies. Là encore, l'objectif, c'est à la fois l'efficacité énergétique des solutions, ça va être le poids associé de chacune de ces solutions, qui peuvent parfois induire des pénalités assez importantes. Et dernièrement, c'est assurer qu'on ne dégrade pas la performance de l'avion au travers d'une traînée excessive qui peut en résulter, notamment pour des prélèvements d'air. Pareil, on a une feuille de route qui doit nous amener à TRL5 à horizon 2025-2026. Et c'est comme ça qu'on pourra définir ensuite les cas d'application associés et pouvoir les intégrer sur les démonstrateurs volants. Voilà, pour le domaine hybride électrique, c'est notre feuille de route. Donc d'un côté, on va avoir la propulsion, le système propulsif hybride électrique. Dans les solutions, je vous en ai parlé. On a lancé un deuxième batch d'appels d'offres de façon à pouvoir développer les solutions candidates pour aller intégrer ça sur un avion de démonstrateur type ATR, à la fois couplé avec des systèmes de gestion
de plateformes électriques pouvant développer jusqu'à, avec des réseaux 800 volts, de façon à coupler l'ensemble, faire l'intégration au niveau de la nacelle, faire l'intégration au niveau de l'avion, travailler sur les aspects certification, et ensuite réaliser les premiers essais en vol à partir de fin 2029, de façon à pouvoir démontrer la performance de l'avion avec une hybridisation dans la classe des 30%, et voir si oui ou non les technologies qui ont été proposées sont des technologies matures candidates pour introduction sur un futur ATR Evo+, qui pourrait justement récupérer l'ensemble de ces solutions. Et en parallèle, on va lancer des prochains appels d'offres qui visent justement à travailler, comme j'ai montré tout à l'heure, sur les aspects L et sur les aspects fuselage, de façon à pouvoir travailler sur une réduction du poids, un allongement de l'envergure de l'aile, et puis également des renforcements pour pouvoir s'accommoder avec les solutions qui vont être intégrées. Un deuxième grand pilier, c'est le pilier SMR, donc le pilier en fait avion courrier, moyen courrier, où là c'est pareil, comment est-ce qu'on va faire pour aller chercher 30% de performance associée. Le premier grand driver qu'on va aller chercher, c'est la partie propulsion. J'en ai parlé tout à l'heure en introduction, la partie open rotor, c'est le fer de lance en fait de Safran avec son programme RISE, qui aujourd'hui, on a un CFM qui a un bypass ratio dans la classe de 15, c'est-à-dire la différence entre le flux d'air propulsif et le flux d'air central. Et l'objectif, c'est justement, en essayant d'enlever le carénage, d'atteindre un niveau de bypass ratio qui soit dans la gamme 60. Et Safran, avec ses partenaires, GE Avio, considère que c'est la seule route viable pour atteindre l'objectif de 20% de réduction et d'efficience au niveau propulsif. Il y a d'autres voies discordantes, j'en parlerai juste après, avec Rolls-Royce, qui a une vision un peu différente, ou Pratt & Whitney. Mais en tous les cas, c'est un des grands axes sur la propulsion. Le deuxième grand axe qu'on a, c'est de travailler sur des solutions plus conventionnelles, ce qu'on appelle en fait des solutions carénées, où là, on va aller travailler sur l'efficacité du core engine, sur le poids, sur les matériaux, sur l'optimisation de la soufflante et également sur l'introduction de solutions hybrides électriques qui vont justement permettre de relâcher les contraintes au niveau du moteur dans les points de fonctionnement au niveau du décollage et de façon à pouvoir relâcher et améliorer en fait le design, le poids, tout en permettant d'avoir des points de fonctionnement plus optimales et de gagner justement de la performance. C'est un petit peu également ce qu'on va travailler sur la troisième configuration, qui est une configuration justement hybride électrique. L'idée étant d'aller chercher un niveau d'hybridation de la classe 1 MW pour justement apporter ce surplus de performance. L'autre grand axe sur lequel on va travailler, c'est sur la partie du poids, principalement sur les composants, sur le poids, les composites, l'utilisation du composite. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, la filière métallique, c'est plus de 320 entreprises qui travaillent aujourd'hui pour le compte d'Airbus. Donc là, on voit qu'il y a un gros challenge dont se préoccupe par exemple le CORAC, qui est de voir si tenter que les solutions de demain soient à base de composites, comment est-ce qu'on prépare tout l'écosystème pour accompagner justement le transfert de compétences, pour garder en compétitivité et pour le jour J être prêt à assurer le ramp-up de production qui va être quelque chose d'assez important. Quand on voit aujourd'hui les objectifs de production d'Airbus et les difficultés de la supply chain, c'est quelque chose qu'il faut amorcer, qu'il faut préparer et auquel on participe. Ensuite, toutes les solutions de système électrique et de dissipation thermique, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis bien sûr, l'autre grand driver qui va permettre d'aller chercher la performance, c'est les ailes. L'amélioration de l'allongement des ailes, passer de 36 mètres à plus. On sait que Boeing, par exemple, a fait des systèmes d'ailes rétractables, justement pour s'accommoder avec les contraintes aéroportuaires, tout en allant chercher le surplus de performance par l'allongement et par des ailes extrêmement fines. C'est également ce sur quoi on travaille. Et l'objectif, c'est d'avoir, lorsque l'ensemble des éléments sont intégrés, avoir un niveau de performance qui soit proche de 25%, une fois qu'on fait l'ensemble des gains de performance. Et ensuite, aller chercher les 5% restants sur le poids, sur l'optimisation des systèmes et sur le travail des batteries. Les batteries, c'est un sujet vraiment d'actualité. On le voit dans l'automobile. Aujourd'hui, la plupart des acteurs du domaine sont chinois. On a un problème en Europe puisqu'on n'a pas la filière. On essaie justement d'investir. Et aujourd'hui, c'est pareil pour l'aviation. On n'a pas encore les solutions de batterie qui sont nécessaires, à la fois au niveau des cellules, à la fois de l'intégration, à la fois sur la certification et sur toute l'intégration au niveau de l'architecture. Et ce sont des sujets sur lesquels on travaille également et dont on se préoccupe aujourd'hui. L'historique, c'est celui que j'ai mentionné sur la partie propulsive. Et donc ça, c'est une success story. 2016, on fait les premiers essais d'intégration à Istres sur ce qu'on appelle le contrat rotatif open rotor. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'époque, en fait, toute la partie propulsive était placée en place arrière.
Et maintenant, ça a été repositionné en place avant, de par l'utilisation en fait de ce qu'on appelle en fait de contrôle d'orientation de pales, de par le repositionnement en fait de l'architecture, de par la redéfinition en fait d'un certain nombre de composants et des tâches intermédiaires. Et ensuite, avec l'objectif de réaliser les essais en vol, non pas en 2026, c'est une erreur, c'était l'objectif initial, on est aujourd'hui en 2028, parce que dans la recherche, comme dans tous les programmes avions, on planifie quelque chose et on a quelques difficultés, donc on décale un petit peu. Néanmoins, l'objectif, c'est vraiment de réaliser un essai en vol sur un Airbus A380, de l'intégration justement d'un open fan pour aller regarder toutes les caractéristiques de performance, les charges associées, puisque là, on va rentrer dans des considérations au niveau des charges qui ne sont pas similaires à celles d'un moteur caréné, mais plutôt à celle d'un A400M, et donc c'est quelque chose d'assez nouveau. Et également toute la partie instrumentation pour la partie mesure de performance associée. La bonne nouvelle, c'est que les premiers essais qui ont été réalisés en soufflerie, déjà l'année dernière, montrent des niveaux de performance qui sont compatibles avec la simulation, qui montrent des niveaux de bruit qui sont en dessous en fait, des niveaux de certification actuels. Et donc il n'y a pas aujourd'hui de showstoppers qui contredisent en fait, l'utilisation et l'accélération de ce programme, qui, si l'ensemble des éléments sont validés, permettrait justement d'améliorer la performance dans les considérations que j'ai mentionnées juste avant. On travaille donc sur deux configurations. On travaillait sur deux configurations, le SAF et l'hydrogène. L'hydrogène n'est pas arrêté. Ce qui est arrêté, c'est l'hydrogène appliqué en fait, à un court moyen courrier. On voit qu'avant d'aller sur un court moyen courrier, il faut qu'on commence un petit peu plus petit, et donc notamment sur des avions de la classe des segments régionaux. Airbus avec le concept 0i sur un concept 1000 nautiques sans passagers. On a d'autres concepts également, et c'est ce sur quoi on va se concentrer. Le principal de l'activité va se concentrer principalement sur des solutions à base de carburant durable, sur trois architectures, comme je l'ai mentionné. Une architecture qui va embarquer un niveau d'hybridation à peu près de la gamme 1 MW pour améliorer la performance de 5%, en plus de l'amélioration du core engine, et puis d'autres améliorations au niveau de l'efficacité thermique du moteur. Une deuxième configuration qui va être une configuration carénée et qui va être une configuration développée à partir d'un grand programme de recherche développé par Rolls-Royce qui s'appelle l'Ultrafan, pour lequel ils ont démontré aujourd'hui sur un avion qui pourrait justement supporter un long courrier, une amélioration de la performance de 25%, des niveaux de combustion riches qui permettent justement de réduire significativement, des technologies de capture du NOx qui permettent d'améliorer également significativement. Et là, l'enjeu, c'est de développer ces technologies pour les rendre compatibles en fait, d'une application court-moyen courrier, et pour Rolls de réentrer dans le domaine des courts-moyens courriers. Et ensuite, le dernier, c'est Safran, avec ce qu'on appelle le projet Ophelia, donc la partie inductive d'architecture. Le projet Open Rotor, donc c'est celui que j'ai mentionné à plusieurs reprises. Son objectif, c'est de démontrer une efficacité de performance de 20%, 20% au niveau avion. Donc là, il va falloir aller chercher réellement des gains de performance, une intégration couplée avec la voilure, une analyse, une caractérisation de la partie aéroacoustique, et plus tous les effets induits et le niveau de positionnement du moteur. C'est tout ce qui est en train d'être fait, en plus de travailler sur l'architecture moteur, de travailler sur la configuration des pales, sur les modes de thrust reverser, sur les différents flux d'air, sur les composants, sur la partie premier étage, deuxième étage. C'est tout l'objet des travaux de maturation qui sont en train d'être menés. Aujourd'hui, on a passé un certain nombre d'étapes. L'idée, c'est en 2025 d'arriver à passer le niveau 4 et de commencer à réaliser l'intégration du moteur pour justement en 2025, le faire tourner au banc, et 2026, le faire tourner au banc et le préparer à la prochaine étape qui sera l'étape justement d'intégration sur avion pour les essais en vol en 2028. On a le projet similaire candidat sur la partie architecture carénée proposé par Rolls. Là aussi, on a deux architectures concurrentes. Une qui est très disruptive en termes de bypass ratio, une autre qui est plus conventionnelle. Par contre, une autre qui est moins risquée, qui a moins d'impact au niveau de l'architecture avion. Et donc là, maintenant, tout l'objet pour Clean Aviation et pour justement les autres initiatives qui supportent ça, c'est d'arriver à caractériser les niveaux d'incertitude, les risques associés pour vérifier la viabilité d'un projet par rapport à l'autre et pour pouvoir, le cas échéant, confirmer une architecture par rapport à une autre. Là, c'est pareil, beaucoup de tests et beaucoup d'études qui sont dérivées en fait des premiers essais et des premiers résultats de Clean Sky 2 sur la partie Ultrafan, avec pour objectif de faire le design
d'une power gearbox, d'une boîte de transmission qui vise à passer un niveau d'énergie de 64 MW qui a été démontré pour la partie ultrafan à quelque chose de compatible pour la partie SMR, et d'arriver à faire le downsize, d'arriver à faire le design des blades compatible justement d'une architecture SMR, de façon à la fois à préserver le design de la chambre de combustion, avec ce que j'ai mentionné avant sur la partie thermal efficiency, arriver à faire le downsizing et à préserver également toutes les technologies permettant de réduire le NOx, et de façon à avoir un TRL4 en 2025 et à préparer un démonstrateur essai au sol en 2026. Et le dernier, c'est la partie hybride électrique. L'idée, c'est de développer en fait une chaîne électrique de 1 MW qui permette justement de venir supporter le moteur et donner le surplus de puissance sur les parties, sur les arbres principaux et secondaires, et de façon, dans cette architecture, à pouvoir aller chercher jusqu'à 5% d'efficacité suivant les différentes phases de vol en fonction des configurations, de développer à la fois tous les moteurs électriques associés et la chaîne de distribution, et d'être en capacité de confirmer si la partie hybridation électrique est quelque chose d'applicable aux autres configurations moteurs, et également quelque chose qui va permettre de démontrer les gains de performance et la maturité associée. Là, c'est pareil, on a tout un plan de démonstration, on a déjà passé la PDR, et l'idée, c'est de commencer à réaliser les premiers essais d'intégration de tests et de démontrer en fait les premiers niveaux de performance horizon 2026. Et puis l'avant-dernier point qui est très important, c'est de préparer justement toute l'avion bande d'essai qui va être utilisé pour à la fois intégrer un open fan, mais également toute l'architecture électrique, toute la partie hybridation électrique, avec des travaux sur la modification de la nacelle, sur la modification du pylône, sur le développement des éléments d'instrumentation pour aller mesurer justement tout ce qui est rapport de poussée, tout ce qui est aéroacoustique, et démontrer la viabilité en vol en 2028 des différentes solutions qui seront testées. Et enfin, on va travailler sur tout ce qui est technologie d'aile, principalement en phase amont, pour voir quelles sont les solutions sur lesquelles on peut avoir réellement des leviers, en plus des éléments qui sont poursuivis par ailleurs, et travailler également sur les parties système de dégivrage, les bords d'attaque et les trailing edge, et travailler également sur la modélisation des éléments de flotteur et voir comment les contrôles actifs peuvent participer justement à l'amélioration du design des ailes et à faire des ailes plus flexibles, plus souples et plus légères. Ça, c'est le plan SMR. Donc, objectif, c'est réellement de lancer l'architecture inducted en 2026, préparer l'intégration de la chaîne électrique, ce qu'on appelle Electric Assisted Propulsion, faire les essais sol au niveau de la chaîne de l'architecture carénée, dans ce qu'on appelle le ducted, à horizon 2028, et en parallèle, préparer la phase d'intégration essai en vol, à la fois sur une architecture inducted et ensuite travailler sur tout ce qui est les parties hybridation et propulsion carénée. Et enfin, le dernier domaine, qui est le domaine hydrogène, sur lequel on a démarré en 2021. On a 4 axes de travaux. Le premier, c'est de travailler sur la pile à combustible comme étant un des éléments de la chaîne propulsive. C'est le concept 0i avec des chaînes propulsives de 2,5 MW qui seraient ensuite installées sur un avion, tel que vous le voyez là sur la configuration, qui a été récemment publiée lors des Airbus Innovation Summit. L'idée étant d'avoir 10 MW installés pour avoir une architecture avion sans passagers 1000 nautiques. Beaucoup de challenges, premièrement au niveau de l'intégration de la chaîne, au niveau des technologies piles à combustible, au niveau des systèmes de distribution carburant, au niveau du design avion, au niveau des systèmes de stockage de l'hydrogène qui doit être maintenu en pression, qui doit avoir tous les systèmes en fait, d'évacuation en termes de surpression pour la partie boil-off, toute la partie safety au niveau des opérations de l'aéroport, toute la partie standardisation associée. Et l'objectif, c'est réellement d'avoir trois projets concurrents, Newborn, Fame et Aerops, qui chacun, dans leur domaine, investiguent des gammes de puissance de 600 kW jusqu'à 2,5 MW. L'idée étant de maturer l'ensemble de ces projets jusqu'à un niveau de maturité 4 pour en 2026 décider de la suite à donner. On travaille également sur la partie architecture et fuselage pour voir comment tout ça va s'intégrer au niveau de l'avion. On va travailler sur les systèmes de stockage
et notamment sur la partie du Gravity Index. En gros, c'est voir quel est le bon ratio entre le poids, la partie encombrement et la partie design avion. Et ensuite, on va travailler également sur une autre solution concurrente qui est la combustion directe. C'est ce que j'ai mentionné à l'introduction. Il y a les deux voies en parallèle. Une, le fuel cell va avoir un niveau d'énergie qui va permettre d'aller jusqu'à des niveaux d'avion qui sont dans la gamme 50 à 100 places. Mais si on veut aller au-delà de 100 places, on va être obligé de basculer sur des niveaux de propulsion à base de combustion directe, simplement parce que le rendement énergétique de la pile à combustible ne sera pas suffisant pour aller chercher ces niveaux de masse. Donc c'est vraiment tout ce qu'on fait. On va avoir le premier projet qui est un projet à combustion directe à base d'un moteur qui est un passport engine. L'idée là-dedans, c'est de à la fois travailler sur les technologies, d'aller travailler sur les systèmes de, de distribution carburant, de travailler sur la partie mesure, sur la partie pression, de travailler sur la partie combusteur, c'est les injecteurs, de façon à vérifier le niveau de combustion de l'hydrogène, et puis de travailler également sur toute la partie assessment associée à l'hydrogène, à la fois au niveau des controls, comme je l'ai dit en introduction, mais à la fois, on va travailler également sur la partie NOx, et voir comment toute cette chaîne participe à l'atteinte des objectifs. Il faut retenir dans l'hydrogène que finalement on est dans une phase où on apprend beaucoup. On a démarré très vite, très fort. On pensait pouvoir atteindre rapidement des objectifs. Et là aujourd'hui on est confronté à un certain nombre de difficultés normales à ce stade, à la fois au niveau de la compréhension des phénomènes, au niveau de la définition des différents composants technologiques, à la fois au niveau de la standardisation, puisqu'il n'y a pas de standard existant, à la fois au niveau du développement des infrastructures, puisqu'en même temps qu'on développe la technologie, il faut qu'on développe les infrastructures d'essai. On n'en a pas tant que ça. Et donc, c'est quelque chose qui prend du temps. Et c'est aussi la raison pour laquelle l'hydrogène reste une feuille de route viable, mais a besoin d'un peu plus de temps que ce qui était initialement envisagé. On a deux projets donc, dans le domaine de la combustion directe, à la fois le projet que j'ai mentionné juste avant, IDEA, et le projet Cavendish. Tous les deux visent à démontrer une chaîne complète de validation depuis en fait le prélèvement de l'hydrogène liquéfié dans un réservoir jusqu'à la combustion dans le moteur. On ne sera pas dans les temps pour démontrer la chaîne complète et donc on a des étapes intermédiaires et en particulier on va rester dans des états gazeux au niveau de l'hydrogène qui seront plus faciles à tester au départ avant d'aller vers des états intermédiaires et puis d'aller in fine vers la partie hydrogène liquide. On a la pile à combustible, donc c'est ce que j'ai dit, on a plusieurs projets. On a le projet Newborn qui vise à développer en fait pour une application jusqu'à 19 places une pile à combustible jusqu'à 1 MW. L'idée étant ensuite d'intégrer l'ensemble de la chaîne, à la fois la partie réservoir, distribution et la partie pile à combustible pour faire des essais en vol sur un avion pour un horizon d'exploitation 19 places. Là encore, pas mal de challenges et pas mal de difficultés. Néanmoins, l'objectif est vraiment d'arriver au TRL4 à horizon 2026 et de démontrer la viabilité du concept. On a le projet concurrent dans ce domaine-là, qui est le projet porté par Airbus, qui vise à développer une chaîne complète de 2,5 MW. Pareil, on a toutes les raisons de croire qu'on va y arriver. La seule difficulté, c'est qu'on ne sera ni dans le domaine de la taille ni du volume, puisqu'on aura une énorme usine pour démontrer ça, et que l'étape d'après, c'est de le rendre compatible petit à petit avec les contraintes d'installation sur un avion, les contraintes de taille, de compacité, de poids, et c'est tout ce qui va rester à faire et à devoir développer. En même temps qu'on va développer les standards, en même temps qu'on va devoir travailler sur la partie safety, c'est ce qui reste devant nous. Pareil, ici vous avez un certain nombre d'éléments qui ont été déjà développés. L'objectif, c'est de démontrer ça à horizon TRL4 en 2026. Voilà, ça c'est le panorama de ce qu'on fait aujourd'hui. Et je vais juste conclure par ce qu'on va faire demain. J'ai expliqué ce qu'était le Strategic Research Innovation Agenda. J'ai expliqué qu'on partait d'une vision avion pour justement la décliner au niveau technologique. Et donc là, ce que vous allez voir, ce sont les 4 avions conceptuels qui servent de référence pour justement accompagner cette vision et pour préparer les plans de démonstration qui vont démarrer à partir de l'année prochaine pour se terminer à horizon 2030. On va avoir un premier avion qui est l'avion conceptuel dans le domaine régional. Tout ça sont des données publiques que vous pouvez trouver sur notre site internet si ça vous intéresse, qui définissent à chaque fois en fait le type d'avion, son range, le nombre de passagers, le type de propulsion et la puissance installée. Donc ça, c'est pour le domaine régional. On va avoir la même chose pour le domaine SMR, où là, vous avez
Ne vous méprenez pas, ce n'est pas l'avion qu'on cherche à faire, c'est juste pour illustrer qu'on a deux configurations, une inducted et une carénée, et une des deux en fait sera sélectionnée in fine pour voir quelles sont ses performances. L'objectif étant vraiment de viser des technologies candidates pour un prochain court moyen courrier. Et dans le domaine de l'hydrogène, on a deux concepts, un à base de pile à combustible, l'autre à base de combustion directe, toujours pareil, qui vise en fait soit jusqu'à 1400 000 nautiques avec 120-150 passagers. Ça, c'est un concept qui est l'idée par une start-up qui s'appelle Fokker NextGen, une spin-off du groupe Fokker. Et le deuxième, qui est le concept 0i, sur lequel en fait, on va retrouver les différents types de technologies. Et juste pour donner un exemple, le fait qu'aujourd'hui, ça soit plus 2035, mais 2040-2045, ça ouvre d'autres opportunités. Notamment, on ne va plus travailler nécessairement sur des membranes à basse température, mais on va aller sur des hautes températures. On va peut-être introduire en fait de la supraconductivité en termes de transport d'énergie. Et donc, ça permet justement ce décalage de chercher à aller un cran plus loin dans les technologies candidates qui pourront justement répondre à l'objectif. Ce qui est très important sur l'hydrogène, c'est de garder en tête que ça n'est pas arrêté, l'effort se poursuit, simplement l'effort est réétalé et fait de manière plus cohérente avec à la fois le développement de l'écosystème, la montée en compétences, l'analyse des risques associés et le développement de l'ensemble des aspects certification et standardisation associés. Voilà, donc ça c'est l'appel d'offres qui est en cours, qu'on a lancé. Dans le domaine régional, on a lancé pour 145 millions d'euros d'activité pour mettre en œuvre en fait à la fois la propulsion hybride, à la fois le système de génération électrique et à la fois l'aspect préparation de l'essai en vol. On va travailler avec l'EASA, l'idée étant d'avoir une vision intégrée dans ce démonstrateur de façon à pouvoir démontrer les gains de performance à horizon 2030, le TRL6 et les aspects essais en vol. On va faire de même côté SMR, puisque l'objectif étant de faire un essai en vol sur une partie OpenFan en 2028. Et donc, on va poursuivre les mêmes objectifs. On va retrouver ici les aspects, en fait, système de distribution électrique et les aspects TRL6 et CRL6 à horizon 2030. Toujours pareil, c'est la même logique. Et enfin, côté hydrogène, on s'est focalisé sur l'appel d'offres en cours uniquement sur la partie stockage, sachant que la feuille de route est en cours de réévaluation. Suivant aux annonces qui ont été récemment faites, il faut savoir que l'ensemble des pays qui ont massivement investi en hydrogène procèdent de la même manière et voir comment est-ce qu'on réétale l'effort d'investissement tout en préservant l'hydrogène, considérant l'hydrogène comme une source viable en fait pour l'horizon 2035. Voilà, je terminerai avec mon dernier slide qui était en fait l'introduction, à savoir qu'on est au cœur d'un dispositif. On travaille avec l'ensemble des acteurs européens du domaine, que ce soit l'organisme de sûreté de l'aviation, l'organisme de recherche dans le domaine du transport, de la partie ATM, à la fois le partnership qui s'occupe de développer les technologies de batterie au niveau européen, à la fois tout ce qui est les ressources computing permettant de travailler sur la simulation, à la fois la partie électronique, l'hydrogène, la partie fabrication, la partie support à l'innovation. Le fonds à l'innovation, c'est un grand fonds qui est doté de 40 milliards d'euros, qui est prélevé principalement sur les taxes ETS, donc les taxes d'émission au niveau européen, dont la compagnie Aero a bénéficié de 96 millions d'euros, qui est la première compagnie en fait, aéronautique du domaine à avoir eu accès à ce fonds. Je peux vous dire qu'elle a créé beaucoup d'attention. Et ensuite, on travaille également sur toute la partie support à l'accélération des technologies innovantes pour la partie SAF. Et enfin, sur la partie hydrogène. Et enfin, on travaille de concert avec le CORAC, le programme ATI, le programme LUFO et autres, de façon à avoir une feuille de route cohérente. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour vous donner le panorama de ce qu'on fait, de notre ambition, de ce qu'on cherche à atteindre comme objectif. Et on est juste dans les prémices maintenant de la préparation du prochain programme cadre qui vise justement à amplifier cette initiative de façon à doter l'Europe et les différents acteurs du domaine des moyens financiers et des éléments nécessaires pour justement accompagner le déploiement de ces solutions horizon 2035 et surtout, le plus important, de préserver la compétitivité du secteur de l'aviation et de l'ensemble de l'écosystème pour préserver à la fois le développement des compétences, faire émerger des nouvelles solutions compétitives, garder l'Europe en avant et la France en particulier dans le secteur de l'aéronautique pour préserver les champions que l'on a et faire en sorte qu'on puisse accompagner la croissance du secteur tout en préservant les objectifs environnementaux. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ?
Bonjour et un grand merci. Une question. C'est très euro-européen ce que vous nous avez montré, ça se comprend. Mais nous faisons des avions pour des compagnies étrangères, nous utilisons des fournisseurs étrangers et les étrangers font l'inverse, font le miroir de ça. Alors comment est-ce que vous pensez que ce que vous faites est compatible avec ce monde? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun des pays qui a la capacité à développer tout seul un avion. Les niveaux d'investissement qui sont requis ne permettent pas à une compagnie d'avoir les niveaux de financement requis pour adresser l'intégralité en fait, de l'objectif. Ce qu'on voit également, c'est que des compagnies comme Airbus, ATR et l'ensemble des acteurs sont globalisés. Ils vont chercher en fait les compétences là où elles se trouvent, hein, avec la mise en concurrence des différents acteurs. Nous, ce qu'on fait à notre niveau, on finance des entités européennes. Par européenne, je veux dire par là l'ensemble des compagnies qui soient avec des capitaux européens ou étrangers, mais qui créent des emplois en Europe. Et donc c'est le leitmotiv de la Commission européenne que d'accompagner le financement de l'activité sur le sol européen pour préserver justement les compétences et faire en sorte qu'on ait la capacité à développer des emplois et à préserver justement notre compétitivité en Europe. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Je vois que vous avez pas mal insisté sur l'hydrogène, l'avion à hydrogène. Donc, on sait qu'Airbus a repoussé son plan de développement de l'avion à hydrogène. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous disiez au début qu'il fallait l'équivalent de 150 TWh d'énergie électrique pour fournir l'hydrogène pour décarboner l'aviation. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, enfin, c'est partiellement ça. Ce que j'ai dit, c'est que si on veut pouvoir développer des carburants durables synthétiques, il va nous falloir un niveau d'énergie de 150 TWh à horizon 2050. Et les carburants synthétiques, on sait qu'ils nécessitent en source primaire de l'hydrogène. Et du carbone aussi. Et du carbone, tout à fait, tout à fait. Et donc là, ce que j'ai essayé d'illustrer par mon propos, c'est que le niveau d'énergie verte, qu'elle soit nucléaire, qu'elle soit éolienne ou autre, requis, en comparaison de la capacité de production électrique de la France en 2024, qui est de 520 et quelques TWh, ça veut dire que les chiffres qu'on a en face de nous sont considérables. Oui, c'est surtout ça que j'ai voulu illustrer. D'accord. Et dans notre question, excusez-moi, que pensez-vous des carburants issus de biomasse, mais biomasse non alimentaire? Aujourd'hui, dans les réglementations, alors je ne suis pas un expert des carburants, mais il y a, je crois, 11 autres types de carburants, ce qu'on appelle des EFA, qui sont justement issus de la filière des carburants bio, qui participent justement au développement des carburants durables. Maintenant, ce qu'on voit arriver, c'est qu'on n'aura pas une biomasse suffisante, en quantité suffisante pour alimenter nos besoins. Et si je vous dis qu'il y a des solutions à ce sujet-là? Écoutez, moi Voilà. Non, je serais ravi de discuter avec vous, puisque aujourd'hui, on se rend compte que la quantité d'hydrogène à fournir est importante. Le coût de production d'hydrogène est très élevé, puisqu'il y a une barrière physique avec l'électrolyse qui est très difficile à dépasser et qui demande donc beaucoup d'énergie. Mais il ne faut pas oublier que la biomasse, aujourd'hui, elle capture du carbone, par le CO2, et capture aussi de l'hydrogène avec de l'eau. Et l'intérêt, ce serait de pouvoir coupler la biomasse avec la production d'hydrogène bas carbone pour faire des carburants. Mais je crois rentables. que sur ce sujet-là, voilà. la grande question, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'on est aujourd'hui devant un changement d'approche, puisqu'aujourd'hui on avait des grands fournisseurs d'énergie, que ce soit des Total, que ce soit des Shell ou autres, qui étaient organisés de manière très verticale. Et aujourd'hui on a un secteur qui arrive de manière éclatée, on a un secteur qui n'est pas structuré. On a l'Europe qui essaye justement de lancer une initiative pour créer des conditions de marché. Maintenant, il faut créer les solutions d'amorce de financement pour l'émergence de ces filières. Et on n'a pas d'acteurs qui justement structurent tout ça. Mais voilà. Et en plus, on a des acteurs en dehors de l'Europe qui, eux, se structurent et qui avancent et qui justement utilisent certaines énergies à bas coût et qui rentrent en concurrence. Aujourd'hui, c'est ça la situation. Et on a l'EASA au milieu qui commence à voir arriver un certain nombre de problématiques avec ces carburants
qui ne sont pas certifiés, qualifiés, qui pour certains ont des origines douteuses et qui mettent en plus dans la chaîne un certain nombre de problématiques qu'on n'avait pas anticipées. Voilà, aujourd'hui, ça c'est l'état des lieux. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a que 0,5% de ces carburants. La mauvaise, c'est qu'on veut rapidement accélérer. Donc il va falloir qu'on bouge très vite. Tout à fait. Merci. Merci. Pour poursuivre un peu dans ce domaine-là, j'ai perçu qu'effectivement, vous avez une approche pour l'instant majoritairement technologique. Néanmoins, quand je regarde les intervenants de votre groupe, je suis surpris qu'il n'y ait pas de compagnie pétrolière. D'abord, elles ont des moyens de R&D considérables. Et puis, il faut, si vous voulez effectivement monter à de tels taux là, de production, ça ne peut se faire qu'en étroite concertation avec les fournisseurs habituels. Et donc, je vois qu'il n'y a apparemment, il n'y a aucun lien entre les deux. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'aspect économique qui est derrière aussi tout ça. Comme vous l'avez indiqué, il faut que les compagnies aériennes puissent vivre. Et donc, en parallèle, y a-t-il des études économiques sur les différentes solutions? Alors, ce que j'ai essayé d'illustrer, en fait, c'est quel est le périmètre de Clean Aviation. Et j'ai essayé simplement de dire que notre mandat, le mandat que nous a confié en fait le Parlement européen, il est sur les technologies. Il n'est pas sur les carburants. Néanmoins, j'ai essayé d'illustrer la manière dont Clean Aviation se connecte avec l'ensemble de l'écosystème. Même si on n'est pas sur les carburants, on suit de près ce qui est fait par la Commission européenne, ce qui est fait dans le cadre du Fonds Innovation, qui vise justement à accélérer l'émergence des nouvelles filières, qui est fait dans le cadre de la réglementation, ReFuelEU, qui permet justement de créer les conditions de marché. Et maintenant, c'est aux acteurs locaux, nationaux, régionaux à s'emparer de ça pour arriver à lancer ça. Dans un deuxième temps, mais là je parle plus au nom de Clean Aviation, je parle de ce que je sais au niveau de l'Europe, des différentes initiatives. On a la Direction générale du climat qui travaille aussi sur des schémas d'abondement pour essayer de compenser les différentiels de prix, parce qu'on voit bien que l'amorce de ce marché va nécessiter en fait un surcoût, et ce surcoût, les compagnies aériennes ne vont pas vouloir le financer en même temps qu'on leur impose de devoir mettre de ces carburants durables dans leurs avions. Et en même temps, elles seront pénalisées si elles n'en mettent pas. Mais si elles n'en mettent pas et qu'il n'y en a pas, elles seront aussi pénalisées. Donc il faudra qu'elles le trouvent. Donc vous voyez, on est vraiment dans la phase classique d'organisation. Hein. C'est-à-dire qu'on a une bonne idée, on est dans la phase, on réfléchit à comment on va y arriver. C'est en train d'être un peu chaotique et tout ça va se mettre en place. En tous les cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a tout un tas d'initiatives qui ont été lancées pour structurer et qui vont accélérer, puisque la préparation du prochain programme 4 que va lancer la Commission européenne, notamment la DG Climat, réfléchit, même si le Green Deal sera probablement plus modéré dans ses attentes, avec tout le débat qui a eu lieu sur notamment l'impact sur la compétitivité du secteur de l'Europe, etc. Néanmoins, la feuille de route de transition vers une neutralité carbone va demeurer. Donc oui, à votre question, on les connaît, les acteurs. Il y a d'autres secteurs qui s'occupent de financer, notamment le Fonds Innovation. J'ai expliqué, il y a 40 milliards d'euros. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de commissaire au plan au niveau européen qui va définir comment on y va, qu'est-ce qu'on y fait. Il y a juste des conditions de marché qui ont été créées et maintenant libre aux différents acteurs de se mettre en œuvre pour financer tout cela. Ce n'est pas satisfaisant, mais c'est là où on en est. Il faut comprendre ce qu'est l'Europe. Hein. L'Europe, c'est une somme d'intérêts nationaux. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire par là... Non, mais Oui, mais encore faudrait-il que l'Europe reçoive le mandat de l'ensemble des États membres de structurer une filière, ce qu'elle n'a pas reçu. C'est ça qu'il faut bien comprendre dans la manière dont ça fonctionne. C'est là où j'ai dit qu'il n'y a pas de commissaire au plan européen. Oui, mais après, il y a les politiques, hein, il y a le Conseil européen, il y a 27 États membres. Oui, non, mais je suis comme vous, hein, j'observe, hein, mais il y a le temps politique, il y a le temps de l'action, et puis... Dans vos schémas d'amélioration, il y avait un schéma qui était résultant d'un concept de Rolls. Est-ce que ça a changé quelque chose que l'Angleterre sorte du panorama européen ou pas? Est-ce qu'il est finalement membre de Clean Aviation? Alors,
c'est là où se mettent en place un petit peu les stratégies d'entreprise. Rolls est une entreprise globale dont le siège est à Derby, au Royaume-Uni, mais qui a aussi des intérêts en Allemagne. Et donc la filière allemande est membre de Clean Aviation. MTU. Non, pas MTU, Rolls-Royce Deutschland. Oui, Deutschland. Donc si vous voulez, Rolls-Royce, pendant toute la période Brexit, a participé en fait au programme en termes de gouvernance au travers de sa filiale Rolls-Royce Germany. Et ensuite, le Royaume-Uni n'a pas voulu se priver d'une coopération avec l'Europe dans le domaine de la recherche, puisque c'était un des acteurs majeurs contributifs en fait aux activités de recherche européennes. Et donc, pendant toute la période où le Royaume-Uni n'a pas été pays associé à l'Europe, le Royaume-Uni a financé l'ensemble de ces entités nationales comme si elles étaient partie prenante de l'Europe à chaque fois que ces dernières participaient à des appels d'offres européens. Donc, il y a eu ce mécanisme de transition qui fait que le Royaume-Uni est resté participant toute la durée du programme, mais que les mécanismes de financement n'étaient plus supportés au niveau... Ils s'autofinançaient. Et là, depuis juillet de l'année dernière, ils sont re-rentrés dans l'Europe au travers d'un accord d'association pour participer en fait au programme de recherche qu'on appelle Horizon Europe. Et donc aujourd'hui, le Royaume-Uni verse de mémoire 2,4 milliards d'euros de contributions annuelles à l'Europe en échange en fait de la participation de ces entités aux appels d'offres dans le cadre d'Horizon Europe pour pouvoir participer. D'accord. Très bien, merci. Oui. Qui s'occupe de l'encourrier alors? Aujourd'hui, les longs courriers, on n'a entendu aucun avionneur dire « j'ai envie de lancer un nouvel avion long courrier ». Oui. Voilà. Le dernier long courrier qui a été lancé, le premier avion rentre en service il y a moins de 10 ans, donc il est assez performant. 350. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a essayé d'aligner notre feuille de route avec les objectifs marchés du principal avionneur européen. D'accord, oui. Donc si demain Airbus nous dit je ne veux plus faire des SMR mais je veux faire du long courrier, on va se reconfigurer. Alors, cela étant, maintenant, avec un A321 XLR, on a la réponse. Et voilà, donc, alors maintenant, cela étant, j'avoue que je suis un petit peu... Sauf s'il y avait un bouleversement dans le marché du transport aérien, je trouve que ça fait beaucoup de choses pour finalement un segment de marché qui est relativement faible par rapport au... qui fait 60%. C'est pas si on regarde en termes de nombre de vols, de nombre d'heures, d'unités. Aujourd'hui, 2 tiers des avions produits par Airbus, c'est des courts moyens courriers. Hein. Oui, mais si vous voulez, ça suppose qu'effectivement, vous arriviez sur le court moyen courrier. Encore une fois, il faut juste se repencher sur quelle est la vocation des instruments de recherche qui sont financés par l'Europe et par la France. Le CORAC finance une grande partie des activités également. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est de quoi a-t-on besoin en termes d'outils de recherche pour supporter et accompagner l'industrie dans ses ambitions. Et aujourd'hui, l'objectif d'Airbus, tel qu'il est... c'est de faire un court moyen courrier à l'horizon 2035. Et voilà. Et c'est ce qu'on fait. D'accord. Parce que vous avez beaucoup donné d'exemples d'ATR... voire de plus petits, si vous voulez. C'est ça parce que, si vous voulez, il n'y a pas qu'Airbus. Non, il y a tout un écosystème. Et dans cet écosystème, il faut aussi préserver les enjeux politiques, nationaux, si on veut pouvoir faire en sorte que l'Europe continue à financer ce type d'initiative. Sinon, ça devient un programme français ou un programme franco-allemand. Non, je le dis parce qu'on entend parfois ceci aussi. Oui, je me demande si avoir un SMR, disons, à structure classique, comme c'est indiqué tube et wing, c'est pas un peu une impasse et il ne faut pas viser l'aile volante plutôt, et qui rapporterait, qui serait sans doute beaucoup plus efficace au point de vue économie de carburant, enfin, et CO2. C'est tout le dilemme qu'on peut avoir entre des gens qui font des études sur des avions conceptuels versus des gens qui ensuite prennent la responsabilité de lancer des produits. Et nous, notre action, elle doit s'inscrire dans un support à la compétitivité du secteur européen, tout en adressant les problématiques environnementales et les problématiques de l'Europe.
Aujourd'hui, dans les derniers Airbus Market Forecast ou les Boeing Outlook, je n'ai pas vu ce type d'avion qui est proposé. Quand on regarde aujourd'hui le développement qui est en train d'être fait, on part plutôt de courts moyens courriers qui vont devenir des pseudo long range avec une uniformisation en fait des différents types d'avions. C'est aujourd'hui ce vers quoi on s'inscrit. Par contre, en termes de disruption, on est quand même sur de l'hybride électrique, c'est assez nouveau, et on est sur l'hydrogène qui est très disruptif. Bon, on comprend très bien la mission qui vous a été confiée par l'Europe. Mais l'Europe a quand même le souci, j'imagine, de la compétitivité des sociétés européennes. Bon, elle a par ailleurs indiqué des taux de mélange progressif des SAF. Bon, donc la filière SAF, elle l'a pris en compte d'une certaine façon. Mais il ne faudrait pas que, par un biais de compétitivité, les sociétés aillent se ravitailler absolument à l'étranger, parce qu'il n'y aura pas de filière européenne, ou voire détournent une partie du trafic vers nos voisins bien placés, les Britanniques ou d'autres. Donc, c'est pour ça que si vous regardez... C'est pour ça que je pense que la filière SAF devrait être prise en compte au niveau européen. C'est l'intérêt de tout le monde. Elle est prise en compte. Non, mais industriellement, j'entends. Parce que c'est bien beau de dire sur une feuille de route 2%, etc. Mais si les 2% sont, ou 5% et 10% et 30% et voire 70% à terme, mais s'il n'y a pas d'approvisionnement européen là-dessus, on se condamne là aussi, à long terme, sur de l'importation d'énergie, voire un détour pour obtenir cette même énergie, ces mêmes SAF, sur des aéroports qui ne sont pas européens. Après, j'entends ce que vous dites et je ne peux que souscrire. Et encore une fois, revenons aux fondamentaux de l'Europe. L'Europe ne peut agir que si elle a un mandat. Et le mandat qui lui a été donné... Elle peut le proposer quand même, non ? C'est pour ça qu'elle a fait la réglementation REFuelEU. C'est pour ça qu'elle a proposé un certain nombre d'incentives, qu'elle a proposé justement les conditions de marché pour développer ça. Je vois mal une compagnie aérienne être à l'origine, par exemple, d'une filière de combustible. Enfin, Elle impose aux compagnies aériennes, effectivement, l'utilisation de SAF. Voilà. Et s'il n'y a pas et de... après, débrouillez-vous. À ce stade... la compagnie aérienne va se débrouiller parce qu'il y aura de l'approvisionnement SAF. Mais non, parce que le temps en dehors de l'Europe. Oui, non, mais après, je ne dis pas qu'il n'y a pas amélioré la situation. Oui. Sauf que le tankering, il n'est pas autorisé dans le cadre de la régulation REFuelEU. De même que pour, vous parliez, ou un participant parlait de la filière de résidus agricoles ou biomasse. A priori, à aujourd'hui, ce sont les filières de transformation de SAF les moins onéreuses. Ce n'est pas la filière, disons, hydrogène vert et récupération de CO2 qui est la filière la moins chère. Or, les Américains et l'Asie sont partis sur ces filières-là. Et pour l'instant, je ne vois pas en Europe ces filières privilégiées, si ce n'est de dire les ressources seront limitées. Et là, vous aviez la remarque d'un des participants. Donc, voilà, bon, c'est pour insister, pour dire que... Et je peux être que d'accord avec vous, sauf que je n'ai pas le mandat de SAF dans mon portefeuille, non, donc je peux qu'en parler. D'accord. Ça, non. Mais vous avez peut-être des moyens de sensibilisation sur ces sujets. Non, mais le SAF, après, il faut comprendre un truc, c'est que ce que vous dites est tout à fait vrai. Maintenant, après, on a des acteurs européens. Donc, aujourd'hui, vous discutez avec un Total. Finalement, le SAF, le kérosène, il n'en a que faire. Ce n'est pas son marché. Et donc, finalement, on a beau créer les conditions de marché, il faut aller chercher les acteurs, des Nesti ou autres, qui sont prêts à y aller. Et donc, eux, ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils vous disent, moi, je peux en produire du SAF, autant que vous voulez. Vous allez me l'acheter au prix où je vous le produis ? Et là, d'un coup, vous avez les Ariane qui disent, ah ben non, c'est trop cher.
Voilà, donc la question, c'est pas la question. On peut le produire, et je pense que demain, si vous demandez à un ST, à un Shell ou à de produire du SAF, ils vont arriver à le mettre en œuvre. Mais il va falloir qu'ils investissent. Et donc toute la question est la question du point d'équilibre, du coût auquel les airlines vont bien vouloir l'acheter. C'est pour ça que ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas, et c'est comme l'hydrogène, hein, il n'y a pas en quantité, mais d'un autre, les autres vous disent, si, moi je vous le fais, mais au prix que je vous propose. Et là, les autres vous disent, mais attendez, à 5 fois le prix, moi j'en veux pas. Voilà. Et donc, on est dans cette situation-là pour l'instant. Pardon. Et derrière. Question là-haut? Une dernière question, s'il y en a une. Il y en a une, oui. Parce que je ne veux pas monopoliser le micro. Premièrement, pardon pour mon français. Y aurait-il des IASA conditions spéciales ou des process Part 21 adaptés pour les certifications des démonstrateurs d'aviation, clean aviation? Est-ce qu'il y aurait des process spécifiques adaptés pour les projets Clean Aviation, c'est ça la question? Oui, IASA. Oui, aujourd'hui, en fait, ce que j'ai montré sur un des charts, c'est la partie CRL, le Certification Readiness Level. Si vous allez sur le site de l'EASA, vous allez trouver la documentation associée. Il y a le BNAE aussi qui est en train de préparer de mémoire en fait, un document pour essayer d'associer la correspondance entre le TRL, le MRL et le CRL. Et tout ça de façon à donner l'ensemble des éléments, soit des PME, soit des futurs candidats pour la certification d'un avion, pour expliquer quelles sont les différentes étapes à franchir pour pouvoir être en capacité d'introduire un dossier de demande de certification sur un avion qui aurait été proposé. Donc c'est exactement la démarche de CRL que j'ai montrée. Elle est disponible sur le site de l'EASA et elle peut être utilisée également le BNAE, le Bureau national, j'ai oublié l'acronyme français, voilà, de normalisation, qui est en train également de travailler sur ces sujets-là. Just You can switch to English if you prefer, if you are more comfortable. Je vois qu'il y a de mention de la test bed ou démonstrateur. Et je aussi voir que le TRL 5 ou 6 dans le cadre de la phase 2 de Clean Aviation. Et est-ce que vous... c'est bon? Okay. Well, I saw that there were some test beds and demonstrators of TRL 5 and 6 that you had mentioned. Can you give an outlook on what, if there is any progress on them, or if we know in today's world exactly what are those test beds or demonstrators you are looking forward to, especially with the tight deadlines? C'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans ma présentation au fur et à mesure des différents projets. Aujourd'hui, l'objectif des projets qui sont en cours dans la phase 1, les 28 projets, l'objectif principal est d'atteindre le TRL4, TRL5 fin 2026, de façon à pouvoir injecter ces résultats sur les essais, sur le développement des essais de démonstration sol et vol qui vont démarrer début 2026 pour amener justement la maturation de ces technologies, aussi bien sur le système propulsif, hybride électrique, sur le système de distribution électrique, les solutions de thermal management, pour passer d'un TRL4 à un TRL6 en 2030, et de la même façon pour aller d'un CRL3 à CRL4, qui est le state of the art de l'ensemble des projets en cours, vers un CRL6 en 2030. L'objectif, c'est d'être au rendez-vous en 2030 sur les technologies candidates, sur les concepts avions que j'ai mentionnés, le SMR et le régional, de façon à être en capacité, pour les acteurs en question, de pouvoir prendre la décision d'introduction de ces technologies sur des programmes avions. On relance la conférence. Il y a notre ami Alain qui veut absolument. J'avais pas vu. Pardon.
Donc, votre présentation est extrêmement claire hein, sur les objectifs technologiques. Par contre, c'est un peu la période de transition. Là, Airbus produit actuellement, je sais combien, 1000 avions par an. Les compagnies qui achètent ces avions, c'est pas pour 5 ans, c'est pas pour 10 ans, c'est peut-être pour 20 ou 30 ans. Donc on voit bien que le temps que ces technologies soient incluses dans les nouveaux avions, on va se trouver avec des flottes qui sont un peu hybrides, avec l'ancienne technologie et puis les nouvelles. Et là, on s'aperçoit bien qu'effectivement, dans le cas des SAF, dans la mesure où les moteurs actuels peuvent supporter les SAF telles qu'elles sont actuellement produites, pas trop de problèmes. Par contre, effectivement, on voit bien qu'avec les solutions type hydrogène, eh ben, c'est un autre monde. Donc, on ne voit pas trop comment tout ça va se faire. On voit bien d'ailleurs dans le domaine de l'automobile, ce qui se passe avec la propulsion électrique. C'est exactement ce problème-là. En fait, est-ce que l'automobile est vraiment si différent que ça? Parce que Ben oui. regardez la situation de la France, ou même de tous les autres pays européens. On essaye de retirer du parc un certain nombre de véhicules usagés. On fait face à des contraintes économiques avec des gens qui disent « moi, je ne peux pas renouveler mon véhicule parce que ces nouvelles technologies, elles sont trop chères. » Et donc finalement, vous avez une volonté politique de dire « je vais massivement changer le parc vers l'électrique avec des voitures à minima 40-50 000 euros, là où les véhicules antérieurs étaient à moitié prix. » Et on est face, et ensuite je vais évacuer la question des zones faibles émissions avec le grand plan, en fait, etc. L'aviation, c'est pareil. Hein. Oui. On va faire face à la même problématique. Hein. Oui. Donc, face à ça, en fait, il y a plusieurs solutions. Hein. La première, vous avez des compagnies majors, des Lufthansa, des Air France et autres, hein, qui ont des parcs qui ne sont pas des parcs très vieillissants, qui vont être des avions plutôt 8 à 10 ans. Vous avez d'autres compagnies pour lesquelles la viabilité économique. C'est pour ça que les chiffres de viabilité économique que je montre en introduction sont importants, parce que si on appuie trop fort, on va placer un certain nombre de compagnies en fait en déroute. Et donc, ce n'est pas non plus ce qu'on veut. Donc, on est vraiment sur une corde fine. Et quand vous écoutez aujourd'hui l'ensemble des industriels, ils vous disent leur feuille de route de décarbonation, c'est 3 piliers. Hein. Le premier, c'est le renouvellement des flottes. Ils appellent en fait à un support financier massif de l'ensemble des États pour renouveler les flottes et pour faire abaisser. Ce que fait la France avec ses véhicules électriques dans le domaine de l'automobile. Ils appellent également à avoir la même politique. Le deuxième, c'est accélérer le développement de la filière du SAF, de façon justement, d'un côté, avoir une meilleure frugalité des appareils combinés en fait à du SAF, mais encore faut-il que le SAF il existe, soit en quantité que soit au prix. Mais demandez à la DGAC s'ils sont d'accord que ce soit l'Europe qui s'en occupe. J'ai pas dit ça. Non, ce que je veux simplement pointer du doigt, c'est que si vous voulez, vous avez l'échelon national avec sa souveraineté, sa suprématie et sa feuille de route, hein, et ensuite l'échelon européen. La France, avec un pétrolier, c'est relativement unique en Europe. Il y a bien sûr Shell en Angleterre, mais... Demandez à Total s'ils sont d'accord pour aller fabriquer du SAF. Moi, on peut en discuter si vous voulez. Hein, mais